Bénin, 7 heures passées de quelques minutes. Bonjour à tous, merci de démarrer votre journée, votre semaine. Avec nous, nous sommes lundi 6 juillet 2020. Bienvenue sur Actu Matin, votre matinale. Bonjour à vous, Akhabalik Para. Christian Atandédian, bonjour. Mesdames, Messieurs, bonjour. On vous retrouve dans un instant pour les gros titres de la presse, la une des journaux. Et au sommaire, examens nationaux de fin d'année scolaire, 206 313 candidats entrent en salle dès ce jour pour 3 jours de composition. Ils partent tous à l'assaut du CEP. Premier diplôme scolaire, l'examen se tient en pleine crise sanitaire et sous la menace des pluies. Le chroniqueur de son analyse étale une liste de défis que le gouvernement et les mairies se doivent de relever. La réflexion est à suivre. On en sait un peu plus sur les raisons de la flambée des cas de contamination au coronavirus. Attention, prenez bien soin de vous par ces temps de fraîcheur et d'humidité. Le ministre de la Santé s'est fait clair. Ce sont ces deux facteurs qui favorisent la propagation de la pandémie. La dernière sortie médiatique de Benjamin Hunkpatin fait la une des journaux. On en parle dans un instant. Nous reviendrons dans nos discussions ce matin sur le classement des pays par groupe de revenus. Apparemment, de belles performances pour le Bénin désormais parmi les pays à revenus intermédiaires. De quoi s'agit-il? Eh bien, vous avez dans la presse les explications du ministre des Finances. Dans l'opinion, ce bond fait également débat. Les analyses du forum sont à suivre. Noël Chadaré, secrétaire général de la COSI Bénin, est investi par ses pairs secrétaires généraux, sociétaires de la Bourse du Travail pour conduire la charte d'unité d'action syndicale. Tous unis, ils veulent désormais mener la lutte ensemble. On reviendra sur la trouvaille, la sincérité du mouvement d'ensemble, le contenu et donc les chances de cette charte. Et puis, dans la dernière partie, le coup de fil du lundi en direction de la commune de Djakotomé qu'administre Bruno Fayingbe, désigné maire par son parti Union Progressiste. Le doyen des maires et son équipe de 25 conseillers nous dévoileront autour de 8h30 leur feuille de route. Avec nous au téléphone, Ulrich Janvier Sokegbe, il est le premier adjoint au maire. C'est le sommaire, merci de votre fidélité. Alerte! Vous avez 60 ans et plus ou bien vous souffrez d'une affection chronique? Ceci vous concerne. Le coronavirus fait des ravages, surtout dans les rangs des personnes âgées. Pour vous protéger, respectez les consignes. Pratiquez l'auto-isolement. Ne sortez de chez vous que pour cause de nécessité absolue. Il y va de la préservation de votre vie. Le premier service sur Actu Matin, c'est bien sûr la une des journaux avec vous, Akhabalik Para. Rebonjour Christian et rebonjour à tous. Il y a dans l'actualité ce matin la nouvelle classification de l'économie béninoise par la Banque mondiale. À cela s'ajoute donc l'organisation ce matin, sinon le démarrage ce matin du CEP sur l'ensemble du territoire national. La fraternité ce matin commence donc par la dernière sortie du ministre de la Santé, Benjamin Hunkpatin. Le quotidien de maintenant titre donc propagation du coronavirus au Bénin, les avertissements du professeur Benjamin Hunkpatin. La transmission communautaire est due au non-respect des gestes barrières. De nouvelles mesures restrictives ne sont pas exclues. Univers des affaires, la charte nationale RSE validée pour le bien-être des entreprises et la communauté. CEP 2020, 206 313 candidats planchent ce jour. Le ministre Salman Karim appelle au respect des gestes barrières. Amélioration des conditions de vie, le Bénin passe au rang des pays à revenus intermédiaire. Triple défi pour le CEP, c'est le titre de la chronique signée ce matin Moïse Dossoumo. À la une maintenant de la Nation, amélioration, sinon nouvelle classification de l'économie béninoise par la Banque mondiale, un bond qualitatif. Nathalie Picarly, à propos de la qualité des politiques et institutions, le Bénin est deuxième en matière de gestion économique.
Le télégramme à présent, composition du certificat d'études primaires en dépit de la pandémie du coronavirus, l'adresse du maire Luc Atropo aux acteurs du système éducatif. Et puis Covid-19, la flambée des cas est liée à la fraîcheur et l'humidité selon le ministre de la Santé. Plus de 1300 cas avec 21 décès. Défi info, passage du Bénin à un pays à revenu intermédiaire. Voici les 3 raisons de l'exploit. Inflation, taux de change, croissance démographique. Et puis examen de ce peu 2020, message du maire Angelo Arondjinou d'Abomey Calavi aux enfants candidats d'Abomey Calavi. L'économiste, promotion des entreprises, la CCIB vulgarise les avantages du cadre juridique des MPME. Croissance économique selon la Banque mondiale, le Bénin classé parmi les pays à revenus intermédiaires. Le potentiel économie béninoise, Bénochi dégonfle les critiques sur les emprunts obligataires. Regain de projets sociaux dans le budget de l'État. Covid-19 au Bénin, les explications de Benjamin Hunkpati sur l'évolution de la pandémie. L'investigateur du jour, drame, 2 morts dans le naufrage d'une pirogue sur le fleuve Niger. Ce peu 2020, les maires Lucas Atropo, Malglo Gossou et des personnalités encouragent les candidats. La priorité, ce peu, session de juillet 2020, 206 313 candidats composent dans 746 centres. Réfection du pont de Maré-Waro à Gogounou, dans la commune de Gogounou, est remis sur le site malgré les pluies diluviennes. Le Soleil Bénin Info, mise en œuvre des réformes économiques sous la rupture. Le Bénin désormais parmi les pays à revenus intermédiaires. Contre vents et marées et écueils, talons avance, nous apprend le Soleil Bénin Info. Et puis lutte contre le Covid-19 au Bénin, Tidimé porte assistance aux populations. Quotidien, le meilleur. Performance économique mondiale, le Bénin passe à la catégorie des économies à revenus intermédiaires. La relève à présent. Boycon se peut, session de juillet 2020. Le maire Rufino d'Almeida invite les candidats à ne céder à aucun sentiment de peur. Ce peu 2020, l'adresse du maire de la commune de Zé à l'endroit des candidats. Je témoigne tout mon soutien et rappelle par la même occasion l'observance des gestes barrières recommandés en ces temps où le coronavirus fait ravage. D'ici Amadé Moussa, maire de Zé. Info plus, le ministre Hunkpati à propos du Covid-19, nous avons de plus en plus des cas graves. Tenue du CEP 2020, le triomphe du génie béninois. Le matin, Banque mondiale, classification des pays du monde par groupe de revenus. Les efforts du régime Talon favorisent le Bénin. Et puis CEP 2020, plus de 200 000 candidats planchent dès ce lundi. Émergence Info Bénin, élection présidentielle de 2021, une abrogation du verrou du parrainage en perspective. Démarrage ce jour du certificat d'études primaires CEP 2020. Message des maires Amadé Moussa de Zé et de Angelo Arondjinou d'Abomey Calavi. L'autre quotidien, appel persistant pour un second mandat. Comment réagira Patrice Talon, s'interroge le journal. Et puis l'EPP Agua via Bante accueille le lancement des épreuves. Les épreuves donc du CEP 2020 au Bénin, la municipalité de Cotonou pour un accompagnement sérieux des candidats. Le matinal pour finir, classement RNB 2020 de la Banque mondiale. Le Bénin désormais un pays à revenus
intermédiaire. Une performance économique réalisée grâce aux réformes. Flambée des cas confirmés du coronavirus. Il n'y a pas à craindre le pire, rassure le ministre de la Santé. Voilà, Christian, un tour rapide des parutions ce lundi matin avec Fraternité qui revient sur la dernière sortie du ministre de la Santé. Le ministre qui précise que la transmission communautaire est due au non-respect des gestes barrières et que de nouvelles mesures restrictives ne sont pas exclues. Voilà, justement, les propos du ministre de la Santé à lire en page 3 du quotidien Fraternité, parution du jour, et bien évidemment dans beaucoup d'autres journaux qui sont revenus donc sur cette actualité, sur cette sortie médiatique du ministre Benjamin Nkpati, qui apporte donc des précisions sur ce qui avantage ou bien ce qui milite en faveur de la propagation du coronavirus. On retrace et on retient l'humidité et la fraîcheur. Alors par ces temps de pluie, mesdames et messieurs, prenez soin de vous et prenez surtout les dispositions pour éviter la contamination. Univers des affaires, la charte nationale RSE validée pour le bien-être des entreprises et la communauté. Le journal Fraternité rapporte l'événement dans ses colonnes. Et puis on rappelle qu'aujourd'hui démarrent les compositions du certificat d'études primaires, le CEP. Ils sont 206 313 candidats invités donc à plancher pendant 3 jours. On parle ce matin de la bonne organisation de cet examen, une bonne organisation qui revient donc au gouvernement et aux différentes mairies, surtout par ces temps de pluie et surtout par ces temps de crise sanitaire. On va écouter dans un instant le chroniqueur Moïse Dossoumo qui vient de s'installer. Bonjour à vous, Nagui Balagoué, les titres du mini-journal. Bonjour Christian, bonjour à tous, c'est le jour J. Ce lundi va démarrer sur toute l'étendue du territoire national. Dans un contexte particulier rythmé, on le sait, par la maladie, les épreuves de l'examen du certificat d'études primaires CEP session de juillet 2020. Et la veille, l'adresse du ministre des enseignements maternels et primaires aux candidats est à suivre dans un instant. Et puis, l'étape de Djougou s'est poursuivie ce week-end, la tournée du ministre de la décentralisation au contact des conseils communaux à peine installés et de leurs exécutifs respectifs. Il est question de préciser à chacun des maillons du système son couloir de prédilection, question compétences, devoirs, pouvoirs et attributions. Voilà, le développement de ces titres juste après la chronique du jour, signée Moïse Dossoumo. Pour la maintenance et la réparation du système de climatisation de votre véhicule, les garages professionnels Les Bagnoles Motors à votre disposition 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Nous disposons d'un véhicule qui vous dépanne partout sur demande. Contact téléphone 00229 21 31 00 46 60 60 60 45 60 60 60 86. Call Center 2 x 99 66 66. LBM. Le carrefour des grandes marques. Triple défi pour le CEP, c'est le titre de sa réflexion matinale. Bonjour à vous Moïse. Bonjour Christian. On vous écoute. Mesdames, Messieurs, bonjour. Ils sont à la quête de leur parchemin. Le tout premier, qui les fait entrer dans la grande famille des diplômés, tous niveaux confondus. Pour les postulants dont le rêve est de faire avec succès la transition entre le cours primaire et le cours secondaire, c'est le grand jour. Face aux épreuves, ils devront assurer, afin de se voir délivrer, à l'issue des phases de correction de délibération, le diplôme du certificat d'études primaires CEP, qui constitue un pas décisif dans la vie de tout apprenant. Bien qu'il n'ait presque aucune valeur aujourd'hui dans la vie professionnelle, l'obtention de ce parchemin reste gravée à jamais dans les mémoires. Très peu oublient les conditions dans lesquelles, étant encore enfants, ils ont obtenu ces grades. Les parents qui ont fait de leur mieux pour encadrer leurs enfants au cours de cette année scolaire très particulière, parce que marquée par la crise sanitaire liée à la Covid-19, sont au bout de leur peine. Bientôt la délivrance, mais avant cela, les candidats devront composer dans des conditions tout aussi particulières. La pandémie de la Covid-19, qui bouleverse les habitudes de fond en comble, aura des répercussions
sur l'organisation de cet examen. Le respect strict des mesures barrières sera d'actualité. Cela implique un effort supplémentaire du côté de la logistique. En effet, beaucoup plus de salles de composition seront mises à contribution et évidemment, il sera fait appel à un nombre plus élevé de surveillants. C'est un défi qui s'impose au gouvernement. Et cela va sans dire que le trésor public a été sollicité plus que par le passé. Quant au port du masque, tous les candidats, les examinateurs, les superviseurs, les chefs centres, bref, tous ceux qui s'aventureront à l'intérieur des centres d'examen n'auront pas d'autre choix que de s'y conformer. Inutile d'insister sur les dispositifs de lavage des mains. Les centres de composition doivent en être pourvus en nombre suffisant pour éviter tout attroupement. La gestion des pauses au cours desquelles les enfants seront appelés à se restaurer est une autre paire de manches. À ces moments-là, la vigilance devra être de mise pour limiter les rassemblements au niveau des cantines. Un accent particulier sera être mis sur l'accueil des candidats et leur orientation dans les salles où ils seront admis. Toutes ces diligences sont évidemment à la charge du gouvernement, organisateur principal du dit examen. Quant aux mairies, elles ont également une grande partition à jouer. La saison des pluies qui bat son plein n'a pas épargné les écoles retenues pour être des centres de composition. Plusieurs d'entre elles ont été inondées, rendant du coup l'accès extrêmement difficile. Il faut reconnaître que plusieurs communes, à l'instar de Cotonou, ont très vite pris la mesure de la situation en drainant l'eau hors des centres retenus. Les pluies pouvant tomber à tout moment, même en pleine composition, les mairies concernées sont invitées à maintenir le dispositif en place afin d'évacuer l'eau au fur et à mesure. Les voies d'accès au centre d'examen devront également être dégagées pour permettre aux enfants de composer dans des conditions moins éprouvantes. Un autre test pour les nouveaux maires, obligés de donner de bons résultats. Ils n'ont d'ailleurs pas intérêt à échouer sur ce plan. Chez les parents des candidats, le stress est à son comble. Non seulement ils ont à cœur de rassurer leurs enfants, mais encore, ils sont habités par la crainte qu'ils ne ramènent par un contact maladroit ce virus meurtrier à la maison. En amont, ils ont tout à gagner en faisant porter de bons masques à leur progéniture. Des recommandations expresses quant au respect des gestes barrières pendant toute la durée des épreuves ne seront pas de trop dans ce combat individuel et collectif contre cette pandémie. Merci beaucoup à vous, Moïse Dossoumo. On va d'ailleurs revenir sur ces compositions qui débarquent ce jour tout à l'heure dans le mini-journal avec le message du ministre des enseignements maternels et primaires. Et puis dans le forum de discussion, eh bien, nous aurons donc les avis des débatteurs sur ces compositions qui se déroulent en pleine crise sanitaire. Restez avec nous. Alerte coronavirus. Le coronavirus est une maladie respiratoire grave qui se manifeste notamment par une toux sèche, le rhume, une forte fièvre, des difficultés respiratoires. Si vous ressentez l'un quelconque de ces symptômes, que faire ? Restez chez vous et appelez immédiatement le SAMU au 95 36 11 04 ou au 95 36 11 02 pour être pris en charge gratuitement. Attention, ne sortez pas. Attendez que les agents viennent à vous. N'allez pas dans une structure de santé, ni dans une pharmacie, ni chez votre médecin traitant. Vous contribuez ainsi à maîtriser la pandémie. Enfin, elle est là, la transition du Mbili Journal. C'est la saison des examens nationaux de fin d'année scolaire. Ce lundi matin démarre sur toute l'étendue du territoire national les compositions du certificat d'études primaires CEP Nagui Balaoui. C'est en effet un certificat d'études primaires CEP quelque peu particulier. On regarde son contexte, mais il n'y aurait pas péril en la demeure. Le ministre Salimane Karimou s'est voulu en tout cas rassurant dans son adresse aux candidats la veille.
Voici son message. Béninoises et Béninois, je ne saurais vous parler du certificat d'études primaires sans dire un petit mot sur les statistiques irrelatives. Ainsi donc, pour le compte de cette année, 206 313 candidats, dont 96 614 filles, sont appelés à subir les épreuves écrites, orales et sportives du certificat d'études primaires session de juillet 2020. Les candidats à besoins spécifiques sont au nombre de 77, dont 19 aveugles, 6 candidats à infirmité motrice d'origine cérébrale, IMOC, et 52 sourds-muets. Tous ces candidats composeront dans 746 centres disséminés sur toute l'étendue du territoire national. Comme à l'accoutumée, et en une circonstance pareille, je voudrais m'adresser spécialement à vous, chers candidats, pour vous rassurer que toutes les dispositions sont prises pour que votre examen se déroule dans de bonnes conditions. Pour éviter les pertes de temps, le gouvernement a mis à votre disposition du gel hydroalcoolique pour le lavage des mains en lieu et place de l'eau et du savon. Il ne vous reste qu'à respecter les règles de la distanciation sociale et du port de masque pour être totalement en sécurité. S'agissant de l'examen proprement dit, j'ai coutume de le dire qu'il s'agit d'une évaluation comme celle qu'organisent vos enseignants dans vos classes. Soyez donc sereins, décontractés et ne cédez pas à la panique. Respectez les consignes de vos surveillants en salle et travaillez en toute confiance. Rendez-vous tôt dans vos centres, munis de vos pièces d'identité et ne cédez en aucune manière à la tricherie. Quant à vous, chers parents d'élèves, je vous exhorte à aider vos enfants à apprêter toutes les fournitures nécessaires. Vérifiez leur carte d'identité. Assurez-vous que leurs tenues imperméables sont disponibles, car nous sommes en saison de pluie. Rehaussez leur morale par des encouragements de toute nature, comme vous savez le faire si bien. Renvoyez-les vite au lit pour les réveiller tôt et les accompagner dans les centres à temps, tout en respectant vous-même les gestes barrières liés à la COVID-19. Et pour ce qui vous concerne, mesdames et messieurs les chefs de centre et surveillants de salle, sachez faire preuve de sagesse, de responsabilité et de professionnalisme. Je ne saurais terminer sans souhaiter à tous nos candidats beaucoup de courage et surtout du succès pour qu'à l'heure de la proclamation des résultats de cette année, nous puissions nous réjouir tous de ce que nous aurons obtenu, un taux de réussite à la hauteur de nos efforts. C'est sur ces mots d'exhortation et d'espoir que je lance officiellement, au nom du gouvernement, les épreuves écrites, orales et sportives de l'examen du certificat d'études primaires, session de juillet 2020. Bonne chance à tous les candidats. Vive l'école béninoise, vive le Bénin. Je vous remercie. Voilà, à l'instant même, c'était les propos du ministre des Enseignements maternels et primaires, Salimane Karimou, qui soutenait ainsi l'ensemble des acteurs du système éducatif, notamment
Les candidats au CEP, soutien et encouragement également de la municipalité de Cotonou en direction du monde scolaire et au public, toujours à la veille, hier à la veille du démarrage des épreuves comptant pour le certificat d'études primaires. La municipalité rassure par ailleurs des mesures prises en ce qui concerne les centres de composition inondés ou potentiellement inondables. Des dispositions ont été prises afin que tout se passe dans de très bonnes conditions durant ces 3 jours de composition. Suivons un extrait du message lu par le premier adjoint au maire, Andis Romer Wandjinou. Précieux enfants, candidats au CP, au nom du maire de la commune de Cotonou, l'honneur me choisit de m'adresser à vous à cette veille du démarrage officiel des épreuves écrites et orales du certificat d'études primaires, édition 2020. À cet effet, je voudrais vous réitérer le soutien et l'engagement de la municipalité de Cotonou pour une bonne organisation de cet examen. Chers enfants, candidats au CP, cette année, l'examen se déroule dans un contexte de crise dû non seulement à l'inondation, mais aussi et surtout à la pandémie de coronavirus. En effet, Cotonou étant une ville située dans le golfe de Guinée, elle n'échappe pas au problème d'inondation cyclique. Face à cette situation, la municipalité de Cotonou a pris des dispositions en vue d'assurer l'accès facile des centres d'examen à nos candidats. Il s'agit de l'assèchement de tous les centres d'examen inondables et inondés, le pompage des eaux stagnantes dans les centres d'examen inondés, la réfection des toitures endommagées de certaines salles de classe. Au total, ces travaux ont été effectués dans 28 centres d'examen de Cotonou. S'agissant de la pandémie de coronavirus, la ville a pris des dispositions pratiques pour le respect des mesures barrières et des prescriptions des autorités sanitaires. Il s'agit de la mise à disposition de 1000 tables-bancs dans les centres d'examen afin de faire respecter la distance de 2 mètres entre candidats. Le déploiement des dispositifs de lavage des mains dans tous les centres d'examen. La dotation en gel et solutions hydroalcooliques de toutes les salles de composition dans tous les centres d'examen pendant toute la durée de la composition. Je voudrais réaffirmer notre soutien aux enseignants qui, malgré la situation actuelle de la pandémie de coronavirus, ont su donner le meilleur d'eux-mêmes pour la formation de nos enfants. Quant à vous, parents d'élèves, j'exprime ma gratitude pour les sacrifices consentis pour que les enfants soient aptes à cet examen. À vous, chers enfants candidats à l'examen, je vous exhorte au calme et à la concentration durant toute la composition. Soyez sereins et donnez le meilleur de vous-même. Et à présent, cet acte de donation au profit du Collège d'enseignement général de Daboumé Naguib. Le don est tout ce qu'il faut, est composé de tout ce qu'il faut pour achever les travaux de construction de modules de salles de classe. Le généreux donateur Anon, Placide Humbadji, il est assistant du ministre de la Défense et son geste vient à la suite d'autres s'inscrivant dans cette même dynamique, à savoir achever ce bâtiment attendu pour améliorer les conditions de travail des enseignants et des apprenants. Imatilena Moussou, Georges Vaudou. Le geste va permettre d'accélérer et de finir la construction d'un module de classe au Collège d'enseignement général de Dabomé. L'infrastructure, démarrée il y a plusieurs mois, peine à s'achever. Cet élan de générosité de l'assistant du ministre de la Défense vient compléter les apports d'autres donateurs et va contribuer à l'amélioration des conditions de travail des apprenants et enseignants de ce lieu de savoir. Je remercie au nom de tous mes camarades, de tous les membres de l'administration de ce collège pour ce don de son Altesse Dahar Humbadji et je demande en leur nom à ce que cela se perpétue et nous promettons tous que nous n'allons pas les décevoir. Vous savez, le CEG de Abomey est le plus grand de la commune
avec 56 groupes pédagogiques. Nous avons 40 salles de classe fonctionnelles, donc un déficit de 16 salles de classe. Et avec l'aide de tout le monde, nous avons entamé une construction et nous sommes en difficulté. Et l'AM, en la personne de Dar Humbadi, nous est venu en aide. Je pourrais dire que c'est le plus grand jour de l'année scolaire 2019-2020 pour moi. Le don est composé de tonnes de ciment, de gravier, sable et bien d'autres petits matériaux. La cérémonie de remise a connu la présence d'une équipe de la direction départementale de l'enseignement secondaire. Le donateur, ancien élève et professeur du collège, et ses accompagnateurs ont saisi l'occasion pour sensibiliser la communauté scolaire sur la pandémie du coronavirus ainsi que les mesures barrières pour éviter la propagation de la maladie. Le masque se porte dès que vous êtes déjà deux, même à la maison, vous placez votre masque. Des gens qui ont de l'argent meurent. Quand bien même l'État prend les gens en charge, de hautes personnalités meurent de coronavirus. Le président de la République n'a pas voulu qu'on cesse les activités régaliennes à cause de cette maladie. Alors, après un confinement de presque 2 mois, on a dû lancer les élèves encore en classe pour terminer l'année scolaire. Le CGA a entrepris de réaliser un bâtiment, un module de 2 classes, mais en cours de chemin, ils sont essoufflés, ils n'ont plus les moyens. Ils m'ont contacté, ils m'ont demandé 10 paquets de ciment, mais quand j'ai vu la tâche qui les attend, j'ai décidé volontiers de leur apporter 2 tonnes de ciment, un camion de sable, un camion de gravier, pour leur venir en aide. Ce don de matériaux, selon Placide Humbadi, constitue une contribution de sa part à la réalisation du programme d'action du gouvernement et un soutien aux efforts consentis par son aîné Alain Fortuné Nouati pour le bien-être des apprenants de la cité d'Abomey. Journée nationale de prise de contact avec les maires et leurs adjoints. Le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale était ce vendredi à Nati-Tengu où il s'est entretenu avec les conseillers communaux de la zone, de même que les exécutifs à la tête des différentes communes. Le but étant de les outiller quant aux compétences et prérogatives à exercer à la tête de leurs communes respectives. Abdou Sahabi Drissou, Abdou Kadri Makoni. Des maires et leurs adjoints de la 4e mandature, tous des départements de la Takora et de la Donga, à l'école de la bonne gouvernance. C'est à travers cette session de formation initiée par le ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale. Au cours de cette séance, le maire de Nati-Tengu, prenant la parole au nom des maires présents de même que l'autorité préfectorale, vont exposer au ministre Alassane Seydou les besoins et difficultés territoriales décentralisées auxquels ils sont confrontés. La baisse des revenus de nos communes, la complexité des règles de gestion, les sollicitations croissantes de nos administrés, le désarroi de certains de nos concitoyens face aux problèmes économiques et aux difficultés qu'ils rencontrent sont autant de problèmes que les décideurs locaux doivent résoudre quotidiennement. La vision de développement de nos territoires doit en effet s'arrimer avec la redynamisation des administrations communales, l'appui à la promotion de l'économie locale, la réalisation et la répartition équitable des infrastructures socio-communautaires, l'ouverture de nos communes au monde extérieur pour ne citer que ceux-là. Les défis à relever afin d'amorcer un réel développement à la base sont donc immenses. Et pour imprimer une nouvelle dynamique aux collectivités territoriales, 2 principaux objectifs doivent être poursuivis selon l'autorité ministérielle. Le premier, c'est de promouvoir la démocratie à la base, une démocratie inclusive, une démocratie participative. Le second objectif, c'est de promouvoir le développement, satisfaire les besoins des populations, prendre des initiatives, soutenir toutes les initiatives qui vont dans le sens de la création, de la richesse, de la prospérité pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Une communication sur la thématique du financement local a été donnée au cours de ces assises. Cette démarche du ministre Alassane Seydou sonne comme une mobilisation des autorités locales et communales autour des actions de développement des communautés territoriales. Ce que nous attendons de l'autorité, c'est l'accompagnement au niveau des communes, parce que vous savez qu'au niveau des communes, le trou est abyssal. Les responsabilités sont là, mais les moyens ne suivent pas.
Et donc, qu'on puisse nous donner les outils nécessaires pour voir comment nous pourrions être amenés à multiplier les ressources propres des communes et que ces ressources-là contribuent au développement des communes. Au-delà de la gouvernance locale, thème central de ces échanges, la crise sanitaire liée au coronavirus a été abordée au cours de cette rencontre. Dans un exposé liminaire, le secrétaire général du ministère de la Santé va présenter la situation de la pandémie qui gagne progressivement le terrain au Bénin avant d'inviter les maires et leurs adjoints présents à sensibiliser davantage leurs administrés au respect strict des gestes barrières. Nous parlons en termes de mesures de riposte, de lavage des mains. Voilà, vendredi, toujours mais à grand propos, cette fois-ci dans le département du Mono. Rencontre de la plateforme d'échange de l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB, avec le réseau des médias pour la décentralisation et le développement REMED pour se pencher notamment sur les défis et enjeux de la 4e mandature des conseils communaux de l'ère de la décentralisation du Bénin. Le point de la séance avec Geoffroy Messin et Florent Dou. Il se tient dans cette salle de conférence de l'hôtel Bel Azur de la station balnéaire de Grand Popo, au sud-ouest du Bénin, une rencontre d'échange entre le réseau des médias pour la décentralisation et le développement durable, REMED, et l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB, financée à travers le projet d'appui aux associations nationales et locales de collectivités locales du Bénin, PACOL Bénin. La rencontre vise le renforcement du rôle de plaidoyer de la ANCB. En décembre 2017, le PACOL organisait la première session d'échange entre la NCB et le REMED et que c'est à cette occasion que le protocole d'entente entre ces deux partenaires était signé. Depuis, le PACOL est quand même un projet qui est resté à l'écoute des besoins des journalistes. Il y a eu notamment une formation qui a été organisée à leur demande sur le cadre juridique de la décentralisation. Contrairement aux autres sessions, PACOL étant vers la fin, on n'aura pas les cycles de formation habituels, donc on va échanger et recenser les sujets d'enquête que chacun aura préparé et on verra comment lancer le processus. Dans tous les cas, la décentralisation est un sujet qui est intimement lié non seulement à la vie de l'État, mais au développement durable de tous les territoires. Cette rencontre 2020 de la plateforme d'échange a permis aux membres du REMED de mieux connaître les défis et enjeux de la 4e mandature des conseils communaux de l'ère de la décentralisation au Bénin. Des thèmes d'investigation suscités par des membres du réseau ont été débattus durant les travaux. L'implication de l'ANCB dans le processus de relecture de la politique nationale de décentralisation, PONADEC, et ses recommandations ont été aussi présentées. Il me plaît ici de vous rappeler que l'ANCB s'est engagée dans le développement de partenariats stratégiques qui doivent lui permettre de donner plus de portée aux différents plaidoyers qu'elle engage pour améliorer le fonctionnement des communes béninoises dont elle a la charge. 3 partenariats stratégiques ont été ainsi mis en place. Un partenariat avec un réseau de parlementaires, un partenariat avec un réseau d'experts et un partenariat avec le REMED que nous célébrons encore une fois aujourd'hui. Pour rappel, l'appui apporté à cette plateforme d'échange par l'ANCB vise à favoriser des relations fortes et régulières entre les représentants élus, les techniciens de l'ANCB et le monde des médias spécialisés, afin que l'ANCB devienne un interlocuteur usuel dans le traitement des faits d'actualité ou de société relatifs au développement local et à la décentralisation. Voilà, par ailleurs, un atelier de formation des professionnels des médias au journalisme d'investigation en matière de lutte contre la corruption démarré mercredi a pris fin sur une note de satisfaction et d'engagement. Les 72 heures de communication et d'échanges importants ont permis d'outiller ces hommes et femmes des médias retenus au bout d'un processus de sélection. Les connaissances acquises et potentialités permettront aux participants de mieux
connaître les rouages des enquêtes afin de lutter contre la corruption. Initiée par l'Union des professionnels des médias du Bénin, cette formation est la première d'une série. Elle a bénéficié de l'appui financier de l'Union européenne. Des journalistes désormais aguerris pour contribuer à une lutte efficace contre la corruption. En 3 jours, ils ont été formés aux fins de pouvoir mener des investigations sur divers sujets liés au phénomène. La session de renforcement de capacité est initiée par l'Union des professionnels des médias du Bénin, UPMB, en partenariat avec Transparency International et Social Watch Bénin, soutenue financièrement par l'Union européenne dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'appui à la lutte contre l'impunité et le renforcement de l'état de droit, Paris-Led. Au cours de ces 3 jours, le sujet vous intéresse vraiment. Il semblait qu'il y avait un vide à combler et donc vous étiez enthousiaste, vous étiez engagé. Ça nous rassure et nous espérons qu'au terme, nous aurons plus de production dans la presse béninoise sur les pratiques de corruption. Pour cette phase préparatoire, pour leur permettre d'accompagner les différents acteurs de lutte contre la corruption, les professionnels des médias ont été entretenus par des formateurs avertis. Les thèmes abordés ont trait à comment conduire l'investigation journalistique, outils, sources et méthodes d'investigation en matière de lutte contre la corruption, les exigences légales et déontologiques de l'investigation. Les communications ont été accompagnées d'exercices pratiques sur des cas concrets. C'était une opportunité pour nous de comprendre ce que font les OSC dans cette lutte. Ce que nous devons faire désormais, on nous a appris tout sur ces aspects-là. Et je pense que nous sommes maintenant à même et disposés à apporter, une fois dans nos rédactions, un de plus à notre audience ou bien aux populations qui nous suivent. Je crois que c'est bien pensé. On a retenu pas mal de choses. Désormais, on a même de produit un article d'investigation en bonne et due forme. Et spécialement au cours de cette formation, nous avons pu retenir les dispositions juridiques qui encadrent la lutte contre la corruption aujourd'hui. Et les différentes organisations qui luttent contre la corruption. Le rôle de la CRIET aujourd'hui au Bénin, nous avons pu approprier à ça. Session inaugurale de la série de 3, prévue pour renforcer la capacité de 120 professionnels des médias en presse écrite et audiovisuelle. Cette première formation s'est achevée sur une note de satisfaction et d'engagement. Une chose est de se donner à l'exercice d'apprendre. L'autre chose, c'est de traduire ce qu'on a appris en pratique. Et c'est à ce niveau-là qu'on attend maintenant chacun d'entre nous. Je voudrais nous exhorter à mettre, comme je disais au début des travaux, notre savoir-faire au service de la lutte contre la corruption au Bénin. Si nous mettons notre plume au service de la lutte contre la corruption, je vous assure que nous allons changer la donne. À la suite de ces assises, 2 autres seront encore organisées toujours pour le même objectif. La prochaine formation démarre ce lundi. Voilà, fin du mini-journal. Christian Dandejan. Merci à vous, Naguib Alagoué, pour ce premier rendez-vous de l'information en images sur Canal 3 Bénin et sur Actu Matin. On va vous retrouver demain à partir de 7h20. Bonne journée, Naguib. Mais nous restons en place, mesdames et messieurs, dans la suite du programme matinal. Nous aurons en invité plateau, forum de discussion, Noël Chadaré, secrétaire général de la COSI Bénin. Avec lui, il sera question de la charte d'unité d'action syndicale mise en place par l'ensemble des organisations syndicales en République du Bénin. De quoi s'agit-il? Il nous apportera des précisions. Et puis au téléphone, on parlera gouvernance locale. Une 4e ère pour cette commune. La commune de Djakotomé. Ulrich Janvier Sokegbe est le premier adjoint au maire de Djakotomé. On l'aura au téléphone pour nous parler un peu de ce que prévoit le nouveau conseil communal pour les 6 années à venir au profit des populations de Djakotomé. Mais avant tous ces rendez-vous, eh bien, le forum de discussion va s'installer avec André Dossa et Moïse Dosoumou. Afi est une cliente d'Orabank Bénin qui vit en France. Le compte d'épargne est désormais rémunéré à 4% l'an jusqu'à 25 millions de francs CFA. Elle a communiqué son email qui lui permet de recevoir les informations sur les produits.
Kofi vit à Agla. Il ne savait pas qu'un GAB Orabank y a été installé récemment. Il a communiqué son nouveau numéro de portable. Désormais, il suit par SMS l'actualité de sa banque. Leïla est chef d'entreprise. Recevoir les relevés bancaires par courrier est contraignant. Elle a transmis à sa banque son email et celui de son comptable. Ils reçoivent tous deux les relevés électroniques de l'entreprise. Avec votre pièce d'identité valide, rendez-vous en agence pour actualiser vos informations. Téléphone, email, adresse géographique, etc. Et repartez avec un cadeau. Participez aussi à une tombola et gagnez des lots. Mieux vous connaître pour mieux vous servir. Orabank, un partenaire à votre écoute. Parce que votre bien-être et votre satisfaction sont notre raison d'être. Parce que nous tenons à la qualité. Nous sélectionnons pour vous les meilleures semoules de blé dur, des pures souches traditionnelles de blé dur au monde. Nous mettons à votre disposition tout notre savoir-faire dans la production de nos pâtes alimentaires pour vous offrir cette texture tendre et unique, cet arôme subtil et cette saveur unique que vous aimez tant des spaghettis et macaronis Matanti. Matanti uniquement. Et voilà, nos échanges plateau pour le compte de ce lundi matin. Bonjour André Dossard. Bienvenue, Moïse Dosoumou est en plateau. On aura abordé quelques sujets d'actualité, notamment la hausse des cas liés au coronavirus. Nous avons eu droit aux explications du ministre de la Santé, Benjamin Nkpati, pour un point d'étape contre la pandémie. Et le ministre s'est expliqué. Il déclare que les facteurs climatiques, l'humidité et la fraîcheur sont favorables donc à la propagation du coronavirus. André Dossard. Oui, je crois que c'était prévisible. On avait suffisamment annoncé que nous pourrions connaître notre pic dans les alentours de cette période pluvieuse, étant donné que c'est une période humide qui favorisait déjà le paludisme chez nous. Et vous savez que la Covid-19 a des symptômes similaires au paludisme. Je crois que c'est un peu ce qui favorise cette flambée de notre performance, notre palmarès dans cette pandémie. Je pense aussi que, oui, il y a peut-être cette période qui est plus ou moins favorable à cela, mais il y a aussi surtout ce relâchement que nous observons dans le respect des gestes barrières. Nous avons malheureusement, bien malheureusement, banalisé cette maladie, malgré les chiffres qui, chaque jour, sont annoncés. Il y a quand même un certain relâchement quand on observe un peu le comportement des populations. Donc, je crois que ces éléments étaient prévisibles. Il faut que la veille continue et que le ministère, notamment le gouvernement, continue de faire leur travail de sensibilisation et que la police, elle aussi, continue toujours de surveiller un peu les citoyens. Est-ce que les gens portent véritablement leur cache-nez? Est-ce que la distanciation est respectée? Et ainsi de suite. Voilà. Oui, le pic est attendu d'ici le mois d'août. Nous sommes en plein mois de juillet déjà et à la date d'aujourd'hui, on est à environ 1300 cas et on rappelle que nous avons un total de 21 décès depuis l'apparition de la pandémie chez nous. Moïse Dosoumou avec ses explications du ministre qui rappelle également qu'il faut toujours continuer de respecter les gestes barrières au sein de la communauté avec la période difficile que nous traversons, la pluie, les inondations et autres. Est-ce que vous pensez que la prise de conscience sera redoublée? Si la prise de conscience ne vient pas au niveau des populations, c'est au gouvernement de prendre les mesures qu'il faut. C'est une situation de crise exceptionnelle. Si on constate que malgré les messages de sensibilisation, ça ne prend pas au niveau des citoyens, c'est au gouvernement de se substituer aux citoyens pour les amener à être responsables. C'est aussi simple que ça. Et il y a 2-3 mois, si on nous avait dit que le Bénin, qui était cité un exemple, dont on disait qu'on avait la meilleure stratégie de riposte, même au plan mondial et tout, qu'on en serait aujourd'hui à cette contre-performance, très peu à y croire. Donc c'est que quelque part, quelque chose n'a pas marché. Et quand c'est comme ça, il faut prendre le taureau par le corps et agir. J'estime pour ma part que la sensibilisation n'a pas porté ses fruits et qu'il faut aller maintenant vers des mesures drastiques, des mesures plus osées pour amener les uns les autres à respecter ce qui se fait. Même si on nous explique qu'à côté de la sensibilisation, il y a quand même quelques facteurs qui favorisent la propagation de Moi, je ne veux pas pandémie. m'en tenir aux facteurs. Les facteurs, pour moi, sont, je ne dirais pas qu'ils sont des prétextes, mais les facteurs qu'on a cités, pour moi, ne tiennent pas tant que ça la route.
On sait tous que pour éviter cette pandémie, ce qui compte, c'est le respect des mesures barrières. Qu'est-ce qu'on a fait pour que ce soit effectif au niveau des citoyens, à part la sensibilisation? C'est de ça qu'il est important. On a vu d'autres pays qui étaient aux prises avec cette maladie. Que je cite par exemple le Burkina Faso, je ne vais jamais éviter de ne pas le faire. Quand la maladie a commencé à prendre là-bas, on a vu comment les autorités ont réagi de manière prompte. Et au fur et à mesure aujourd'hui, le Burkina Faso, qui avait beaucoup plus de cas que le Bénin, justement, a moins de cas que le Bénin aujourd'hui, et enregistre de moins en moins de cas au jour le jour, alors qu'au Bénin, ça continue pas à flamber. Qu'est-ce qui a marché si tant auparavant? Et subitement, pourquoi est-ce que de jour en jour, ça ne semble plus marcher? Je pense que c'est là qu'il faut aller et réagir, et ne pas seulement miser sur la sensibilisation, mais il faut que l'État agisse et contraindre les citoyens justement à respecter les mesures barrières. Ça, c'est un impératif. La sensibilisation n'a pas pour autant porté ses fruits, estime Moïse Dosunmu. André Dossa, il revient alors au gouvernement de redéfinir d'autres stratégies. Est-ce que c'est ce qu'il faudra faire à partir de cet instant? Quand on sait que, nous avons certains facteurs qui favorisent la propagation du virus et qu'à côté, les populations ne semblent pas prendre la mesure des choses. Non, mais c'est évident que la période d'humidité que nous traversons est une période très fertile pour la Covid-19. Cela se savait déjà d'ailleurs depuis que ça chauffait en Europe. Que vous vous souvenez, celui qui aujourd'hui passe pour être la véritable mégastar de cette actualité de la Covid, le professeur Raoult en avait suffisamment parlé. Et justifiait les performances des pays africains, le liait un peu à cette réalité-là. Et estimait qu'en Europe, en Occident, de façon globale, on devait connaître un peu une baisse un peu de la maladie à cause donc de l'été qui s'approchait. Il avait situé, je crois, la fin de l'épidémie pour le mois de juin, autour du mois de juin. Ce qui, au fond, c'est quand même plus ou moins confirmé. Mais ici, au Bénin, lorsque nous avons pris les premières mesures qui furent saluées partout et dont les résultats ont été assez éloquents, est-ce que quelque part on n'est pas allé dormir sur nos lauriers? Est-ce qu'on a continué à ajuster les mesures de façon à ce que lorsque la période d'humidité arrive, que nous ne flambions pas comme ça se fait en ce moment? J'ai le sentiment, et d'ailleurs vous avez pu l'observer, dès l'allègement des mesures prises par le gouvernement, on a eu comme l'impression que c'était fini. Le coronavirus était terminé et ça s'est laissé aller, chacun à son niveau. Que vous vous souvenez que même sur ce plateau à un moment donné, nous aussi on a dû mettre fin à nos restrictions, mais peut-être qu'il fallait que le gouvernement, lorsque on a décidé de dégeler un peu, de lever les mesures, peut-être de ne pas totalement lever les choses, ou bien mettre en place une communication choc pour que l'état de veille, en tout cas, puisse demeurer. Ça n'a pas été le cas. Aujourd'hui, nous sommes à ce chiffre-là de 1300, c'est extraordinaire, qu'on a été salué et qu'aujourd'hui, on en soit à ce niveau. Ça veut dire que forcément, on a manqué de faire des ajustements à un moment donné. Et qu'aujourd'hui, au regard donc, de l'évolution de la situation, je crois que des mesures s'imposent. Il faut que le gouvernement agisse et que l'on se contente plus seulement de convoquer des responsables religieux. Parce que ce n'est pas que les lieux de culte qui constituent aujourd'hui des lieux propices, favorables à la contamination communautaire. Il y a beaucoup d'autres éléments à notamment prendre en compte. les marchés avec la cohabitation entre usagers. Le ministre a également rappelé que, puisque beaucoup condamnaient le fait qu'on ait organisé les élections par ce temps de pandémie et que ce serait l'une des causes de la flambée du nombre de cas, que ce n'en était pas le cas. Et par ces temps de froid, d'humidité, les examens de fin d'année scolaire se tiennent en ce moment. Le gros lot de candidats est en salle. Moïse Dosunmu, je veux parler des candidats à l'examen du certificat d'études primaires. Et ce matin, vous avez rappelé qu'il y a 3 défis que le gouvernement et les mairies doivent relever. Oui, justement, le CEP, c'est un examen particulier en ce sens que c'est la première fois dans la vie d'un apprenant qu'il se retrouve, pour ainsi dire, seul face à son destin. Vous voyez, de la maternelle jusqu'au CM2, il a été accompagné, il a vécu dans le même milieu, disons, de l'école et de la maison, encadré par ses répétiteurs, par les enseignants, par les parents. Et c'est la première fois que tout seul, il sort presque de ce milieu-là pour affronter les épreuves. Et cet examen, pour ceux qui sont passés par là, ils ont toujours des mémoires de 16 jours de composition. C'est des choses qu'on n'oublie pas. Et quand ça arrive dans les conditions que nous évoquons, le triple défi est lié d'abord à la crise sanitaire. Oui. L'examen se passe avec cette pandémie, donc il faut forcément que des mesures spéciales
soit édictées pour limiter justement la propagation et faire en sorte que les enfants en allant composer ne soient pas contaminés et que tous ceux qui interviennent justement dans la chaîne d'organisation de cet examen, notamment les surveillants, les examinateurs, les chefs de centre, les superviseurs aussi, prennent toutes les mesures qu'il faut pour que la pandémie n'ait pas raison de justement après cet examen-là. Le second défi, c'est par rapport aux collectivités territoriales décentralisées. Non seulement il y a la Covid, mais également il y a les inondations. Donc forcément, plusieurs écoles retenues comme centre de composition sont inondées. Donc il faut évacuer non seulement des écoles, mais également des voies d'accès, pour que les enfants qui sont déjà tout petits ne soient pas encore plus éprouvés par le stress en empruntant justement de l'eau pour aller composer. Le dernier défi, le troisième, c'est par rapport aux parents eux-mêmes. C'est vrai qu'il y a le gouvernement, il y a les mairies, mais il y a également les parents qui ont une grande partition à jouer, en dotant les enfants de bons masques, en leur faisant des recommandations expresses depuis la maison, pour que ceux-ci, une fois dans le centre de composition, une fois à la cantine, ne se mélangent pas les autres pour qui sait ramener ce virus à la maison. Donc c'est un peu ce triple défi-là que j'essaie de ressasser. Justement, on a passé l'étape des examens blancs. Nous avons vu dans quelles conditions les candidats ont composé. Cette fois-ci, c'est la réalité même, le déroulement de ces examens. André Dossa, la crise sanitaire, les pluies, les inondations. Mais à Cotonou, nous avons quand même vu l'autorité communale prendre le taureau par les cornes dans certains établissements inondés et inondables. On a vu des camions de sable remblayer le terrain. Oui, je crois qu'on peut rêver mieux comme condition d'organisation de ce premier examen, le CEP. Beaucoup d'efforts ont été faits. Vous savez, lorsque nous sommes allés constater avec nos caméras pour alerter les responsables à divers niveaux sur l'inondation dans certaines écoles retenues comme centre d'examen, il était aussi question que lorsque des solutions sont apportées, nous puissions le dire. Et c'est le cas par exemple de certaines écoles qu'on avait filmées inondées, mais qui ont été rechargées et où les dispositions ont été prises pour que les conditions de composition soient des plus, en tout cas, agréables. Les efforts ont été faits, vous l'avez rappelé, au niveau de la mairie de Cotonou, celle de Calavi aussi, et ceci sous la houlette du préfet de littoral de l'Atlantique qui a vraiment déployé les machines, les camions pour aider les citoyens. N'empêche que malgré tout ça, il y a toujours des écoles où les enfants, les candidats pour aller composer, devront utiliser des pirogues ou traverser des étangs pour aller composer. Parce que les solutions n'ont pas pu être apportées partout dans le pays. Puisque les pluies continuent toujours d'arroser notre pays, d'arroser certaines régions particulièrement du pays. On va souhaiter que ça ne puisse pas, en tant que tel, vraiment pénaliser les candidats et que malgré ces conditions difficiles, qu'ils puissent avoir accès à la salle de composition et qu'ils puissent donc n'est-ce pas, utiliser toutes les chances afin de réussir. Oui, 3 jours de composition. En ce moment, c'est sûr et certain que la plupart des candidats sont déjà en salle. Premier test, premier examen. Pour cela, on n'a qu'à leur souhaiter une très bonne composition. Moïse Dessou. On va passer à un autre sujet et c'est le fait d'actualité de ce week-end sur la toile. Nous avons vu beaucoup de commentaires à l'annonce de ce que le Bénin passe au rang des pays à revenus intermédiaires après donc cette classification des pays par groupe de revenus. La Banque mondiale qui annonce que le Bénin passe à la catégorie des économies à revenus intermédiaires inférieurs. Désormais, on a quitté les $870 US pour $1,250 US. Cette augmentation de revenus national par habitant, Moïse Dessou, prouve véritablement que le Bénin est économiquement prospère? Personne ne souhaite que son pays soit en arrière. Personne ne souhaite ça. Tout le monde veut bien vivre dans son pays, avoir les moyens qu'il faut, être épanoui et tout le reste. Mais je ne pense pas que ce soit un classement de la Banque mondiale, justement, qui va faire mieux vivre les Béninois. Ce n'est pas un classement de la Banque mondiale qui va changer le vécu, mais le quotidien des Béninois. Ce n'est pas ça du tout. Encore que habituellement, les institutions de Bretton Woods ne sont pas là pour nous aider à nous développer. Nous sommes tous les politiques. Donc quand le gouvernement dit qu'il veut amener son pays vers le développement et qu'il célèbre en même temps ce qu'une institution qui n'est pas forcément prête justement pour l'aider à décoller célèbre comme mérite, moi ça me pose un problème. Secondo, je dis que si on en est là, c'est parce que quelque part on a refait les bases de calcul, ils appellent ça rebasing pour les économistes. C'est-à-dire que la base de calcul justement pour les comptes nationaux, c'était l'année 2007 qui était l'année de référence.
Et le gouvernement a choisi plutôt l'année 2015. Certainement qu'il a ses raisons, je ne les connais pas. Et ce classement, bien ce bon qu'on nous signale, nous dit que le revenu est passé de $870 en 2018 à $1,250 par tête en 2019. Ça veut dire qu'il y a un accroissement justement, c'est ce que le classement dit, des revenus, bien des ressources de chaque Béninois d'environ $300 de l'année 2018 à 2019. Est-ce que c'est effectif? C'est ça la grosse question. Est-ce que le pouvoir d'achat des Béninois a vraiment augmenté? Est-ce que les Béninois vivent mieux de 2018 à 2019? Est-ce qu'ils mangent mieux? Est-ce qu'ils se soignent mieux? Est-ce qu'ils envoient mieux les enfants à l'école? Est-ce qu'ils sont mieux épanouis entre 2018 et 2019? Pour moi, ce sont donc les vraies questions qu'il faut se poser. C'est une question de papier, tout simplement. Delorier, de nouveau, pour notre pays, le Bénin, mais il faut se poser les vraies questions. André Dossa? Oui, d'abord, avant les questions, il faut faire les constats. C'est que le Bénin ne vit pas en autarcie. Le Bénin fait partie d'une communauté internationale régie par un certain nombre d'organismes internationaux, dont Bretton Woods, malgré tout le mal ou le bien qu'on peut penser de Bretton Woods, ce sont ces institutions qui apprécient, qui évaluent les performances des différents pays. Et lorsque nous faisons des efforts pour se développer, c'est qu'il faut chaque fois évaluer le chemin parcouru et tirer les conclusions. Si on estime qu'aujourd'hui le Bénin a quitté la catégorie des pays à faible revenu et est passé à pays intermédiaires inférieurs, ça veut dire que des efforts sont faits qui ne sont pas des efforts vains et que ces efforts permettent au Bénin d'améliorer sa performance. Peut-être que ce serait utile que pour attirer davantage d'investissements pour renforcer la crédibilité du pays aux yeux des investisseurs, mais il n'y a que c'est une performance qui est faite et cela mérite donc d'être salué. Bon. Ce n'est peut-être utile que pour le ministre des Finances et de l'Économie, qui pourra cocher cela dans son CV ou son palmarès pour dire, bon voilà, lorsqu'il a donc eu l'occasion de diriger les finances d'un pays, il a obtenu des performances. Je suis d'accord avec Moïse pour ne point se fier à Bretton Woods. Ces institutions-là sont des charognards qui ont tout intérêt à ce que les économies flambent, que les économies tombent pour qu'ils viennent jouer, n'est-ce pas, à Médecins sans frontières de Bernard Kouchner ou je ne sais pas quelle autre institution. Vous savez, j'ai même appris que la Banque mondiale, au regard des performances que le Bénin réalise ces dernières années, aurait proposé à notre pays un gros prêt pour, soi-disant, renforcer les efforts qui sont faits. Le Bénin aurait décliné cette offre, souhaitant une autre orientation, si vraiment on veut l'aider. Alors, maintenant, on est en train de se poser la question de savoir, est-ce que chaque citoyen béninois a en ce moment $1,250 dans sa poche? Bon, évidemment, ce n'est pas... Je vous pose la question, vous êtes un citoyen béninois. Moi, je ne l'ai pas, si c'est ce que vous voulez savoir. Ce n'est pas forcément sur cette base que le calcul se fait. C'est-à-dire qu'on prend l'ensemble de la richesse nationale, des revenus bruts, qu'on divise par un certain nombre de critères bien définis par ces organismes-là. Donc c'est pourquoi on parle on a quitté 800 et quelques dollars pour $1,250. C'est des chiffres utiles pour améliorer l'image du pays et la performance d'un gouvernement qui est évalué. Maintenant, il faut que le gouvernement, au-delà donc de l'euphorie ou du triomphalisme que ceci peut susciter, de faire en sorte que, effectivement, le palais de la ménagère puisse mieux se porter et puisse refléter les performances saluées par les organismes internationaux. Et là, c'est une autre paire de manches. Les performances, les reconnaissances au profit du Bénin pour sa bonne santé économique, ça ne manque pas depuis plusieurs années, depuis donc ces dernières années. Mais je l'évoquais en annonçant ce thème, ce sujet, c'est que dans l'opinion, le débat fait rage, notamment sur les réseaux sociaux. Il faudra forcément corriger le tir à Moïse Dosoumou en revoyant donc le mode de vie. En tout cas, j'évite autant que possible pour ma part la polémique des réseaux sociaux. Je m'y intéresse très peu. Mais ce que je constate ici pour ce classement-là, c'est qu'on ne parle pas de la performance des institutions. On ne parle pas des réformes en général. On parle de l'augmentation, bien de l'accroissement du revenu par tête des Béninois. C'est que là, ce classement s'intéresse particulièrement aux Béninois pris individuellement. Est-ce de 2018 à 2019, chaque Béninois, bien les Béninois en général, ont eu $300 de plus sur leurs revenus? C'est ça la grosse interrogation. Est-ce que les salaires ont augmenté en 2018-2019 dans la fonction publique? Non. Est-ce que le privé a payé mieux de 2018 à 2019? Non. Est-ce que les hommes d'affaires ont eu plus de ressources en 2018-2019? C'est là les sources de création de richesse. C'est là où l'argent circule. Est-ce que dans les marchés, les femmes ont vendu mieux en 2018-2019? C'est ça la grosse interrogation. Les Béninois ont mieux acheté.
C'est de ça qu'il est question, ce n'est pas d'une performance institutionnelle qu'on parle. On parle de l'accroissement des revenus par tête. Donc ça touche chaque Béninois pris individuellement. Est-ce que dans nos poches, on avait plus d'argent en 2019 qu'en 2018? Moi, je ne pense pas. Donc je me dis, ce classement-là, il vaut ce qu'il vaut. Sur papier, la réalité, c'est tout autre chose. Voilà, quelque chose à acheter, André. Je ne veux pas réinventer ce classement de Banque mondiale. Je ne suis pas l'expert. Ce que je sais, c'est qu'il y a 4 éléments clés très précis sur lesquels on fait cette évaluation. C'est le taux de croissance, c'est le taux d'inflation, le taux de change, et également le taux de la croissance démographique. Oui. On prend le revenu du pays, on divise par ces critères-là. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, oui, à part les débats entre institutions, entre Banque mondiale et les pays, c'est évidemment le citoyen. Pour projeter la situation des citoyens, lier ça à l'aune justement de ces performances qui sont saluées, pour savoir si concrètement, dans les faits, nous avons ça dans nos poches. Je crois que c'est aussi simple que ça. Voilà, merci beaucoup à vous André Dossa, merci beaucoup à vous Moïse Dossounou, très bonne journée du lundi et excellente semaine de travail. Vous restez en place, mesdames et messieurs, et vous également. André Dossa, ensemble, nous allons recevoir notre invité, l'invité du forum de discussion ce lundi matin, Noël Chadaré, secrétaire général de la COSI Bénin. Avec lui, eh bien, on aura quelques précisions sur cette charte d'unité d'action syndicale créée par l'ensemble des organisations syndicales de la Bourse du Travail. La famille Yuki s'agrandit. Découvrez Yuki Cola avec son goût unique. Un moment de rafraîchissement fun et délicieux. Disponible dans tous vos points de vente au prix conseillé de 200, 400 et 350 francs CFA. Yuki Cola, le nouveau parfum de la famille Yuki. Vous aimez la qualité, vous exigez la finesse. Pour tous vos travaux en impression, flyers, affiches, dépliants, brochures, calendriers, facturiers, faire-part, carte de mariage, carte de visite et vos travaux en sérigraphie. Une seule adresse, l'imprimerie du groupe de presse Fraternité qui vous propose des prix défiant toute concurrence. Imprimerie Fraternité, c'est une équipe dynamique avec du matériel de dernière génération capable de produire en quantité, qualité et avec célérité. Imprimerie Fraternité, nous sommes situés à Ménotin dans l'avant de la station Sonacop. Contact 97 60 79 34 95 34 10 47. À l'imprimerie du groupe de presse Fraternité, la qualité est garantie. Le plateau de l'invité sur Actu Matin, Noël Chadaré est avec nous. Bonjour. Oui, bonjour monsieur le journaliste. Bienvenue sur Actu Matin. Eh bien, vous aviez tenu une rencontre dans votre maison, la Bourse du Travail. C'était en fin de semaine dernière. La bonne ambiance, l'harmonie, l'action commune est de retour à la Bourse du Travail. Alors, puisque vous avez ensemble créé une charte d'unité d'action syndicale, Noël Chadaré. Oui, je vous remercie. Je salue les téléspectateurs au passage. Oui, nous avons signé une charte, les 6 confédérations, la CGTB, la CSA, la COSI, l'UNSTB, la CSPIB, la CSUB et bien naturellement la COSI. Et donc une charte qui, n'est-ce pas, nous sort de l'informalité pour entrer dans le formel. C'est un cadre de collaboration des centrales des confédérations syndicales et syndicats. Donc c'est un peu cela. On a concrétisé cela parce que la charte a prévu qu'il faut mettre sur pied les organes qui vont, n'est-ce pas, diriger, qui vont, n'est-ce pas, refléter ce que nous avons décidé ensemble, à savoir le bureau exécutif national, les comités techniques et aussi, n'est-ce pas, l'Assemblée générale. Donc l'Assemblée générale a eu lieu le vendredi dernier, comme vous l'avez bien appris. Et donc nous avons décidé de nous joindre, de nous souder, de rester ensemble et de parler d'une voix. Donc j'ai été choisi comme porte-voix de tous les 6 centrales syndicales. Donc je porterai la voix de nous tous. Mais nous parlerons ensemble et nous déciderons ensemble et je porterai cette voix.
Voilà un peu ce qui a été fait. Christian a parlé de retour de la bonne entente. Vous voulez dire que désormais vous allez parler d'une seule voix. Oui. N'est-ce pas inexact quand on sait que tous n'ont pas adhéré à cette dynamique? La CSTB par exemple. Bon, il faut dire que la CSTB, on a approché la CSTB, on a échangé avec la CSTB à ce sujet, mais la CSTB a estimé que elle ne pouvait pas signer la charte. Elle pourra travailler avec nous au cas par cas. Si elle estime que pour une action, elle peut se joindre à nous, elle n'exclut pas cette possibilité. Pourquoi avez-vous autant de mal à travailler avec la CSTB, à vous unir, à partager les convictions? Elle a sa ligne syndicale qui peut-être fait qu'elle n'est pas... Nous sommes les 6 centrales syndicales, nous avons partagé certaines valeurs. Nous sommes ensemble pour certaines valeurs. C'est ce qui nous lie, c'est ce qui fait qu'on est davantage... Vous n'êtes pas communiste, c'est ce que vous voulez dire? Non, nous ne sommes pas apparentés partis politiques. Aucune des 6 centrales ou confédérations n'est apparentée parti politique. Bon, est-ce que c'est cela, parce que la CSTB est apparentée parti communiste, est-ce que c'est cela qui fait qu'elle ne vient pas avec nous? Je ne sais pas, mais toujours est-il qu'ils nous ont opposé, n'est-ce pas, un refus de participer, n'est-ce pas, de s'unir avec nous dans cette charte de collaboration, d'unité d'action des centrales syndicales. Alors, quel est le contenu de... Je dois dire que la première chose que vous devez savoir, c'est que ce qui a fondé cela, c'est d'abord que nous avons l'Organisation internationale du travail, l'OIT, nous avons la CSI et aussi la Fédération internationale de l'éducation, l'IE. Ces différentes structures-là ont toujours souhaité qu'il n'y ait pas fragmentation, séparation, création, n'est-ce pas, à profusion des syndicats, des centrales syndicales. Et donc, il était indispensable qu'on se mette ensemble. Donc, il faut dire que le BIT Actrave et aussi la CNV internationale ont contribué à ce qui s'est passé le vendredi dernier. Ils ont souhaité effectivement, l'OIT, l'Organisation internationale, et la CCI Afrique, et aussi la CNV nous ont aidé énormément à mettre en commun nos forces pour agir ensemble. Autrement dit, c'est une association pour mieux profiter des organismes internationaux. Non, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, c'est que nos militants à la base, nos militants, ont exprimé le fort besoin que nous mettions ensemble. Ils ne comprennent pas, ces militants, que nous soyons divisés, que chacun reste, n'est-ce pas, dans son coin, retranché dans son coin, et ils ont souhaité, et donc nous avons concrétisé ce que nos militants à la base ont souhaité, c'est ce qui s'est passé. Bon, maintenant, je crois que à l'épreuve, on nous jugera. Oui, justement, c'est pas pour la première fois que vous prenez des initiatives du genre, mais parfois, en cours de route, il y a des problèmes qui interviennent par moment. Quelles sont les garanties que cette fois-ci, eh bien, c'est parti pour de bon? Les garanties, c'est d'abord que nous avons signé. Avant, nous étions dans une situation d'informalité. C'était des unions au cas par cas. Maintenant, nous avons tous concrétisé cela en signant la charte. Et nous avons mis sur pied le bureau d'études nationales et des comités techniques. Et donc, rien ne sera plus comme avant. On fera les choses. C'est un événement, il faut le dire, parce qu'on n'a pas encore réalisé cela. C'est la première fois qu'on l'a réalisé ici. Dans d'autres pays, c'est fait, mais au Bénin, on n'a pas eu cette possibilité. Et c'est la première fois qu'on fait cela. Et donc, c'est la garantie, c'est que nous avons pris l'engagement. Tous les 6 secrétaires généraux, toutes les 6 confédérations ont pris l'engagement de se mettre ensemble et de parler d'une voix. Et ce qui va se passer par la suite, parce qu'on a une feuille de route, on a une feuille de route, on ira dans les départements, les 12 départements... Le traditionnel tournée. Nous allons mettre en place, dans les 12 départements, les mêmes structures de bureaux départementaux. Fédérer les forces qui sont les syndicats de base, qui sont affiliés à nos 6 confédérations centrales syndicales, et qu'il y ait dans ces départements une tête. On va le faire, ça ne va pas tarder. Nous allons les former aussi. Sur la feuille de route, on va une formation. Il faut les former, n'est-ce pas, au dialogue. Il faut les former au B.A.B.A. du syndicat. Il faut les former à la discipline syndicale. Et donc, il y aura des choses qui vont se passer. Cette fois-ci, ce ne sera pas comme ce qui s'est passé
auparavant. Pourquoi et comment des organisations syndicales, des confédérations syndicales appelées à s'affronter lors d'élections professionnelles fédèrent-elles, se mettent-elles dans un pacte, enfin, dans un traité, ou je ne sais pas comment dans une charte, voilà, oui, une charte, pour travailler ensemble? Oui, parce que qu'on s'appelle COSI ou CSA ou CGTB ou CSUB, CSPIB, UNSTB, etc., on a ensemble un objectif. C'est l'amélioration des conditions de vie et de travail de nos militants. Donc on a obligation de regarder tous dans la même direction. C'est pour l'efficacité de l'action syndicale que nous avons dit, y mettons ensemble, parce que vous savez, quand on est divisé, et on est sorti de la dernière grève un peu divisé, désorganisé, et on a fait, nous sommes regardés tous, les 7 centrales, on s'est regardés dans le miroir. On a estimé qu'il faut nous unir. Il faut laisser de côté les querelles de clocher et regarder dans la même direction, aller dans la même direction pour que les travailleurs bénéficient des actions que nous menons. C'est une réponse à la non-organisation depuis des années des élections professionnelles? Non, les élections professionnelles vont être organisées. Tout le monde d'ailleurs, comme vous avez dit, tout le monde a commencé déjà par s'y préparer. On attend les élections pour cette année. C'est ce que nous sommes en train d'espérer tous, pour qu'on puisse comprendre. Depuis 2006, on n'a pas eu les élections. Mais ce n'est pas à cause des élections que nous sommes mis ensemble. Nous sommes mis ensemble pour l'efficacité de l'action syndicale. Vous regardez dans la même direction, oui. Ça veut dire qu'on peut laisser les élections. Vous avez le porte-parole. Non, mais le porte-parole, il porte la voix de tout le monde pour des actions bien précises. Ça ne veut pas dire que les confédérations et centrales syndicales n'ont pas une autonomie. Hein. Leur autonomie est toujours là. Dans les faits, le Chadari, le plus ancien des secrétaires généraux, était le leader de la bourse du travail, en tout cas celui qui, ma foi, prenait la parole plus ou moins. Vous jouiez déjà ce rôle. Pourquoi avoir eu besoin donc de signer un pacte puisque vous le faites déjà de toute façon? Non, c'est davantage pour qu'on soit beaucoup plus soudés, beaucoup plus liés, beaucoup plus engagés. C'est ça, c'est un engagement. Nous avons signé. Notre signature nous engage à regarder tous dans la même direction. Malgré les intérêts éparses. Naturellement, mais on travaille déjà ensemble. Les 6 centrales travaillaient déjà ensemble et continuent de travailler ensemble. Nous avons des séminaires, des actions communes, des formations ensemble. Donc, c'est juste qu'on a concrétisé cela pour plus responsabiliser, pour plus que les uns et les autres s'engagent pour le bien-être, le bonheur des travailleurs. Les travailleurs en ont besoin. On les écoute, ils nous appellent de partout pour dire, mais qu'est-ce que vous attendez? Pourquoi vous ne mettez pas ensemble? On a le sentiment que les syndicats aujourd'hui, ils n'existent pas. Et qu'est-ce qui se passe? Les syndicats ne disent rien, etc., etc. Mais aujourd'hui, nous avons dit, le vendredi dernier, nous avons décidé de dire on ira dans cette direction, en regardant tous ensemble. Sauf que vous n'avez que 10 jours de grève dans l'année. Ça va changer quoi, cette initiative? Non, je vais vous dire que la grève n'est pas notre principale arme. On a, je dois vous dire, l'article 21 dit les moyens de lutte. La négociation en premier, donc le dialogue social, la conférence de presse, les communications écrites, le meeting, la pétition, l'ultimatum, le sitting, la marche, et vient après. En dernier ressort, la grève. Donc, ce n'est pas pour la grève. Je dois vous dire aussi que même si on a 10 jours de grève, il suffit de faire une seule journée de grève. Et bien préparer une journée de grève. Pour que... Une journée suffit, 2 jours aussi. On n'a pas besoin de faire la grève dans la durée. Donc on n'est pas, les gens ont le sentiment que on ne voit pas les syndicats, ils ne disent rien, et on a enlevé la grève. Non. Si nous voulons faire grève, nous ferons grève. Et nous allons bien préparer, nous allons nous préparer à cela. Donc une journée de grève suffit pour arrêter, pour mettre en difficulté un pouvoir. Mais nous avons mis cela en dernière position. Ce n'est pas d'abord notre objectif, parce qu'on pense que quand vous faites grève, vous vous retrouvez après autour d'une table. Si on peut se retrouver autour d'une table et éviter la grève, eh bien, ça ne sert à rien de faire la grève, de faire grève. Donc c'est notre souhait de pouvoir... Nous préparons le dialogue. Nous étions la semaine dernière à Dassa, où les leaders syndicaux ont été formés sur le dialogue social qui est fructueux, constructif et fructueux.
on a amélioré nos capacités en cela. Et on espère que le gouvernement en face aussi fera cet effort pour que ceux qu'on rencontre dans les négociations, les discussions, soient aussi formés. Et qu'ils sachent que les syndicats, nous on ne voit pas le gouvernement comme un adversaire, on les voit comme un partenaire de tous les instants. Et il faut qu'ils nous voient aussi comme ça, parce qu'on a le sentiment que le gouvernement dit les syndicats, si on peut s'en passer, parce que ils sont des empêcheurs de tourner en rond. Il faut nous voir comme des partenaires et non comme des adversaires et collaborer avec nous, surtout sur les questions qui concernent les travailleurs, parce qu'on a le sentiment depuis un certain temps qu'on ne nous consulte pas. Et que des décisions sont prises au sujet des travailleurs pour nous, mais contre nous, et donc il y a un problème. N'est-ce pas la nouvelle donne dans la jouissance du droit de grève qui vous a amené à changer un peu de stratégie, à vous mettre ensemble et à définir cette charte? Non, je crois que ce n'est pas ça. Je ne pense pas que ce soit la grève, cette loi ne nous inquiète pas. Même si c'est un déni, c'est presque un déni des libertés. C'est une remise en cause, c'est un recul par rapport à ce qui existait. On pouvait faire mieux. Je crois que le chef d'État nous a promis, quand on était au palais, je crois l'année dernière, de revoir tous les textes que nous contestons. Le moment venu, on espère qu'on va relire les textes. On lui a proposé de relire ces textes. Mais ça, on fait avec ces textes. On fait avec. C'est la loi, et même si elle n'est pas bonne, elle est la loi. Et bon, on fait avec. Et nous allons continuer de travailler en tenant compte de cela. Et faire une grève d'une journée, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 2 journées suffisent pour que le pouvoir comprenne qu'on ne nous a pas arraché ce que nous avons d'essentiel. Voilà. C'est la période des examens. Hein. Comment vous êtes conseiller pédagogique par ailleurs? Comment vous terminez l'année? On a terminé l'année. Je vous le disais ici, n'est-ce pas, dans vos studios, que en ce moment, j'étais là, j'avais dit 85%, 80-85% des programmes étaient... Donc on a fait l'essentiel. Hein. Les enfants sont prêts pour aller composer. Il ne devrait pas avoir d'inquiétude pour les parents et pour nous-mêmes. On attend de bons résultats. C'est ce qu'on souhaite. Hein. Donc maintenant, il faut que les parents fassent l'effort de continuer de suivre, parce qu'aujourd'hui c'est le CEP, mais il y a le BPC la semaine prochaine, la semaine prochaine, en 15, on aura le bac. Il faut que les enfants, les candidats, dorment, se reposent aussi. Qu'ils ne soient pas trop concentrés, hyper concentrés. Ce n'est pas maintenant qu'il faut apprendre, c'est depuis qu'il fallait apprendre. Donc il faut que les enfants se reposent, les parents les suivent. Évite des parasites aussi, hein, des parasites, et leur donne aussi des médicaments contre le palu et tout pour les protéger, parce que le jour de l'examen, on voit des enfants qui vomissent, qui sont malades et tout. Il faut les suivre beaucoup plus de suivi, et leur faire comprendre aux enfants que c'est comme un devoir qu'ils vont composer. Ce n'est pas une situation exceptionnelle. Donc il faut travailler avec ces enfants. Je crois qu'on aura de bons résultats. Voilà ce que je peux dire. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Oui, je ne partirai pas sans dire un mot concernant ce qui s'est passé avec le licenciement massif au niveau de la Sonacop. Hein, on avait licencié et on a dit qu'on ne peut pas tenir compte, n'est-ce pas, de leur convention pour les avantages, les dédommagements auxquels ils ont droit. Moi, je demande au pouvoir, au gouvernement, pour vraiment éviter, puisque vous avez choisi de licencier, il faut assumer les conséquences. Donc il faut nécessairement faire l'effort en respectant les textes qui sont en vigueur et ne pas se référer à la loi sur l'embauche où on doit payer entre 3 mois et 9 mois. Les familles sont déjà dans une situation qui n'est pas bonne, sans travail, le papa ou la maman, mais en même temps, il faut leur donner les moyens de pouvoir se remettre. Et puis, si on veut cette société, celle qui va prendre la relève, cette société qui va prendre la relève, je suggère que ces travailleurs-là soient privilégiés dans le recrutement, vraiment, pour éviter qu'il y ait trop de souffrance. Voilà un peu ce que je vais dire, je vous remercie. Merci à vous également, Noël Chadari, secrétaire général de la COSI Bénin et porte-parole de ces organisations syndicales qui se sont mis ensemble pour définir une charte d'unité d'action syndicale. Merci à vous, André Dossa. Très bonne journée. Mesdames et messieurs, nous proposons de revivre l'actualité de ces 7 derniers jours en République du Bénin, tel que traité par la rédaction de Canal 3 Bénin. C'est le 7 jours au Bénin. Préparation et présentation, Idrissou Boukari.
Fin de l'actualité hebdomadaire sur la 3, c'est dans 7 jours au Bénin. Mesdames et messieurs, bonjour. Voici l'essentiel à retenir pour le compte de la semaine écoulée. Le conseil communal de Djougou, 4e mandature, a démarré depuis lundi dernier sa 2e session ordinaire au titre de l'année 2020. Au cours de la première journée, les conseils communaux présents à cette session, sous la direction du maire Abdoul Malik Seibou, ont étudié et adopté plusieurs points inscrits à l'ordre du jour. Les 32 conseils présents à la session ont étudié et adopté à l'ouverture des travaux le compte-rendu de la première session ordinaire de 2020, le rapport d'activité du maire au titre du 2e trimestre de l'année en cours et le compte administratif 2019 de la commune de Djougou. De même, l'équipe communale a adopté les dispositions du règlement intérieur 4e mandature du conseil communal. Tenant compte de la vision du nouveau patron de l'hôtel de ville de Djougou, 2 nouvelles commissions permanentes ont été créées en plus des 4 déjà existantes. Il s'agit des commissions de l'éducation, sport et loisirs. Et là-dessus, vous avez vu que le sport, l'éducation sont revenus comme étant la pièce maîtresse qui doit pouvoir, à côté de l'assainissement et des autres missions traditionnelles, être la nouvelle politique du conseil communal de Djougou. Après les dégâts matériels et humains causés par les inondations de 2019 dans certaines communes du Bénin, l'Agence nationale de protection civile a élaboré un rapport d'évaluation des besoins des sinistrés. Ce rapport a été présenté lundi aux acteurs de premier plan de la lutte contre les inondations. C'était à l'occasion d'un atelier dont les travaux se sont déroulés à l'Infosec de Cotonou. L'organisation de l'atelier et l'élaboration du rapport ont été soutenus financièrement et techniquement par le Programme des Nations Unies pour le développement. Au terme des 2 jours de travaux, le rapport d'évaluation des besoins post-catastrophe des inondations de 2019 au Bénin a été validé par les acteurs de lutte contre les catastrophes. Le rapport révèle les pertes et dommages occasionnés par ces inondations sur le plan économique, sanitaire et humanitaire et propose une feuille de route pour la reconstruction à court, moyen et long terme des communes fortement touchées. La cérémonie de clôture de l'atelier a été présidée par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. La communauté scientifique du Bénin a célébré mardi dernier la journée de la renaissance scientifique de l'Afrique, un rendez-vous d'échange, de partage d'expériences et d'exposition des résultats des travaux de recherche effectués dans les laboratoires et instituts. Les manifestations officielles organisées par le Centre béninois de la recherche scientifique et de l'innovation se sont déroulées à l'Université des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques d'Abomey. Une occasion pour analyser ensemble les problèmes qui s'opposent à la recherche scientifique et à l'innovation. Il s'agit également de faire le point de l'avancée des travaux dans les différents instituts et laboratoires. Le thème retenu pour l'édition 2020 est intitulé « Mobilisation des ressources pour le financement de la recherche scientifique ». Et pendant ce temps, les professionnels des médias du Bénin ont suivi pendant 3 jours une formation au journalisme d'investigation en matière de lutte contre la corruption. Les mercredis, jeudis et vendredis derniers, dans la commune de Boycon, 16 hommes et femmes ont reçu des outils nécessaires pour démarrer et boucler convenablement une enquête journalistique. Les aptitudes acquises avec cette formation permettront également aux professionnels des médias d'être aguerris et de contribuer au mieux à la lutte contre la corruption au Bénin. L'initiative est de l'UPMB, Union des professionnels des médias du Bénin. Son projet est appuyé financièrement par l'Union européenne. C'est l'une des 3 sessions de formation inscrites dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'appui à la lutte contre l'impunité et le renforcement de l'état de droit au Bénin. Au total, 120 journalistes seront formés sur l'ensemble du territoire national. Je nous invite, nous, en tant qu'acteurs des médias, à apporter notre contribution à la lutte contre la corruption en mettant notre savoir-faire en jeu. Le Bénin ambitionne de donner de la visibilité à ses athlètes.
Et pour le faire, le pays entend mettre en place une unité de production de contenu sportif. Un projet annoncé depuis peu et dont le contenu a été rendu public jeudi par le ministre en charge des Sports. C'est à la faveur d'une conférence de presse animée dans les locaux du ministère. Il s'agit, selon Oswald Omeki, d'une unité de production audiovisuelle qui sera constituée de tous les acteurs qui s'y connaissent. L'objectif du projet est de donner plus de visibilité aux athlètes béninois à l'international. Ainsi se résument les faits ayant marqué la semaine écoulée. Merci de votre aimable attention à lundi prochain pour un autre point de l'actualité hebdomadaire. Afi est une cliente d'Orabank Bénin qui vit en France. Le compte d'épargne est désormais rémunéré à 4% l'an jusqu'à 25 millions de francs CFA. Elle a communiqué son email qui lui permet de recevoir les informations sur les produits. Kofi vit à Agla. Il ne savait pas qu'un GAB Orabank y a été installé récemment. Il a communiqué son nouveau numéro de portable. Désormais, il suit par SMS l'actualité de sa banque. Leïla est chef d'entreprise. Recevoir les relevés bancaires par courrier est contraignant. Elle a transmis à sa banque son email et celui de son comptable. Ils reçoivent tous deux les relevés électroniques de l'entreprise. Avec votre pièce d'identité valide, rendez-vous en agence pour actualiser vos informations, téléphone, email, adresse géographique, etc. Et repartez avec un cadeau. Participez aussi à une tombola et gagnez des lots. Mieux vous connaître pour mieux vous servir. Orabank, un partenaire à votre écoute. Parce que votre bien-être et votre satisfaction sont notre raison d'être. Parce que nous tenons à la qualité. Nous sélectionnons pour vous les meilleurs semoules de blé dur, des pures souches traditionnelles de blé dur au monde. Nous mettons à votre disposition tout notre savoir-faire dans la production de nos pâtes alimentaires pour vous offrir cette texture tendre et unique, cet arôme subtil et cette saveur unique que vous aimez tant des spaghettis et macaronis Matanti. Matanti uniquement. Pour la maintenance et la réparation du système de climatisation de votre véhicule, les garages professionnels Les Bagnoles Motors à votre disposition 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Nous disposons d'un véhicule qui vous dépanne partout sur demande. Contact téléphone 00229 21 31 0046 60 60 60 45 60 60 60 86. Call Center 2x99 66 66. LBM. Le carrefour des grandes marques. La famille Yuki s'agrandit. Découvrez Yuki Cola avec son goût unique. Un moment de rafraîchissement fun et délicieux. Disponible dans tous vos points de vente au prix conseillé de 200, 400 et 350 francs CFA. Yuki Cola, le nouveau parfum de la famille Yuki. Vous aimez la qualité, vous exigez la finesse. Pour tous vos travaux en impression, flyers, affiches, dépliants, brochures, calendriers, facturiers, faire-part, cartes de mariage, cartes de visite et vos travaux en sérigraphie. Une seule adresse, l'imprimerie du groupe de presse Fraternité qui vous propose des prix défiant toute concurrence.
Imprimerie Fraternité, c'est une équipe dynamique avec du matériel de dernière génération capable de vous produire en quantité, qualité et avec célérité. Imprimerie Fraternité, nous sommes situés à Ménotin dans l'avant de la station Sonacop. Contact 97 60 79 34 95 34 10 47. À l'imprimerie du groupe de presse Fraternité, la qualité est garantie. C'est l'appel téléphonique de ce lundi pendant qu'il sonne 8h36 sur Actu Matin et Canal 3. Notre invité à nous, le janvier Sokegbe, bonjour. Oui, bonjour, mon journaliste. Vous êtes le premier adjoint au maire de la commune de Diakotomé. Diakotomé s'est-il bien réveillé ce matin? Très bien, monsieur le journaliste. D'accord. Alors, le conseil communal de Diakotomé a pris, disons, son envol depuis le 28 mai, après la désignation de l'exécutif dont vous faites partie. Une belle entrée en fonction déjà? Merci, monsieur le journaliste. Je peux l'affirmer que déjà depuis le 28 mai, nous avions pris action et à l'aide déjà du maire et de ses adjoints et CA, le vote a eu lieu à consensus. Ça a été fait à l'unanimité. Déjà à l'entame, un appel fort a été lancé à l'endroit de la... Allô? Oh, apparemment, nous l'avons perdu, un souci de communication. On va essayer. Non, je suis toujours en ligne. Oh, ok, d'accord, on vous écoute. Oui. Nous avons pris de l'envol, on a démarré la commune de Diakotomé. Comme vous l'avez dit, c'est une commune qui, le dernier recensement, 134 028 habitants, étant issu de 135 km². C'est ça. Et subdivisé en 10 arrondissements. L'actuel maire, il dirige la commune, M. Bruno Melagbechi Fangbe, qu'on ne présente plus. Voilà, il est le doyen d'âge des maires du Bénin, des 76 autres maires. Alors, il savourait un vieux rêve, devenir le maire de Diakotomé. Aujourd'hui, il est. Comment administre-t-il la commune depuis sa prise de fonction? Ok. Bon. Monsieur le maire Bruno Fangbe n'est pas un nouveau dans le système de la décentralisation. Déjà, la première mandature, il était chef d'arrondissement de Diakotomé 1. Au cours de la deuxième mandature, il a siégé au sein du conseil communal. Il était absent à la troisième mandature et à la quatrième mandature, il est revenu. Et actuellement, la population et le parti, l'Union progressiste, qui est le plus grand parti au Bénin, lui a fait confiance et actuellement il est à la charge de la commune, c'est lui le maire. Voilà. Alors, la deuxième journée de la session ordinaire de la mairie a connu la contestation du site devant abriter le nouveau marché de la commune. Que reproche-t-on au choix effectué par le maire dont vous venez de magnifier le parcours? Le 29 et 30 juin 2020, nous avions tenu la deuxième section ordinaire du conseil communal. J'avoue qu'à l'ordre du jour, les points inscrits à l'ordre du jour, il n'y avait pas un point qui était dédié au choix du site du nouveau marché de Diakotomé, mais il y a un point relatif aux échanges sur l'avènement du nouveau marché de la commune. En fait, à notre prise de fonction, il y a un marché qui est né, je vais m'exprimer comme ça parce que ce marché n'a pas été créé, il y a un marché qui est né. Au cours de la deuxième section ordinaire, le maire a jugé utile quand même entretenir le conseil communal, faire part de la situation, des conditions dans lesquelles ce marché est né. C'était un peu ça, on a eu des échanges très fructueux, nous avons échangé sur la note du nouveau marché. Il n'était pas question de délibérer ou de choisir un site qui devait abriter le nouveau marché.
C'est ce que je peux dire par rapport à ça. Les conseillers communaux, on avait visité un site que le maire a proposé, et bien le maire n'avait pas proposé de site. Nous avions tous échangé ensemble, nous avions fait des prospections, et actuellement le marché abrite provisoirement un site, en attendant de voir dans les jours à venir comment faire pour quand même trouver un site approprié à ce marché. D'accord. Et quels sont les autres grands sujets que vous avez abordés par l'équipe communale? Au cours de cette section, nous avions échangé, nous avions étudié et adopté le règlement intérieur du conseil communal, 4e mandature. Et à ce niveau, je vous avoue que les échanges ont été de qualité. Les débats, il y avait de la qualité au sein des débats. Les populations étaient venues assister à la session parce que les gens se disaient déjà, le maire était d'un âge avancé. Oui. Est-ce qu'il pourrait conduire les travaux? Il l'a fait. Ils ont compris qu'ils ne se sont pas trompés, que le parti, l'Union progressiste ne s'est pas trompé en désignant, en choisissant comme maire M. Bruno Meladouchi Fanyigbe. Et ce n'est pas une question d'âge. C'est vrai, sur le terrain, ce n'est pas le même qui va au front, le maire met des idées, il a des idées, et puis les technocrates, les cadres de l'administration l'accompagnent, et déjà le conseil communal avec le maire travaillent ensemble. Le conseil communal, qui est l'organe délibérant, travaille ensemble avec le maire qui est l'exécutif. Donc tout se passe très bien actuellement. Voilà. D'accord. Il y a monsieur Ulrich Sokebe, il y a une question récurrente de couverture en eau potable et d'électricité dans les villages qui composent la commune de Diakotomé. Est-ce que vous vous êtes penché sur la question? Oui, c'est vrai. Et la commune, la couverture en eau potable dans la commune est très faible. Nous sommes en train de travailler actuellement par rapport à ça. Et je vous rappelle qu'il y a une grande partie du PAG aussi qui prend en compte le projet de la distribution en eau potable aux populations. Donc on est confiant et on est rassuré que d'ici peu ce problème d'eau potable serait réglé parce que l'eau est la source de vie et la population devrait quand même en disposer. Alors, votre population, elle est aussi jeune et on apprend que cette jeunesse n'a pas lieu de loisirs. La maison des jeunes apparemment est occupée par des militaires depuis plusieurs années. Oui, c'est vrai. La maison des jeunes et des loisirs est occupée par les militaires. Et nous allons prendre les dispositions, faire peut-être un plaidoyer ici. Et dans le cas où la commune n'est pas en mesure de diriger elle-même des infrastructures qui serviraient à une maison de jeunes et loisirs, nous allons faire un plaidoyer à l'endroit du ministère en charge des loisirs, des questions de loisirs, pour qu'un soutien soit apporté en ce sens et permettre à la jeunesse d'avoir un lieu où elle pourrait se récréer et ce ne serait plus uniquement dans les lieux peu appropriés qu'elle se retrouverait pour échanger. D'accord. Avant de vous laisser partir, dites-nous, est-ce que votre commune, puisque je sais que vous avez beaucoup d'ambition pour développer Diakotomé, est-ce que vous pensez que la 4e mandature aura les ressources nécessaires pour son développement, pour accompagner le développement de Diakotomé? Quand vous parlez de ressources, c'est sur deux volets. Il y a les ressources humaines et les ressources financières. En matière de ressources humaines, le conseil communal est en train de faire un audit organisationnel et voir le personnel qui est là actuellement, la qualité du personnel qui est là, qu'est-ce qu'il faut apporter, programmer des séries de renforcements pour ce personnel et avoir une ressource humaine de qualité. En ce qui concerne les finances, l'État dote chaque année les communes de financement dénommé FADEC, fonds FADEC, et nous avons ce financement-là. Et en dehors de ça, nous allons beaucoup travailler sur la mobilisation des ressources propres de la commune, essayer avec le carnet d'adresse du maire, le carnet d'adresse que je vous trouve que le maire a un carnet d'adresse très riche, profiter de ce carnet d'adresse aussi pour tisser des actions externes avec des partenaires qui éventuellement pourraient nous accompagner.
D'accord. On vous aura compris, Ulrich Janvier Sokebe, merci beaucoup. Merci, monsieur le journaliste. Bon courage et bon vent à vous. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes le premier adjoint au maire de la commune de Djakotomé et on vous a joint depuis Canal 3 pour Djakotomé. Merci beaucoup et très bonne journée. Merci, bon journaliste. Oui. Vous restez avec nous, mesdames et messieurs, dernier acte de votre matinale Actu Matin, comme tous les jours d'ailleurs, c'est bien sûr la revue de presse. Nous sommes lundi, décryptage et présentation de cette revue à Sion Boncagnation. Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, bonjour. Ce matin, 206 313 candidats planchent dans 746 centres, rappelle la nation pour lequel le certificat d'études primaires, session de 2020, démarre ce lundi 6 juillet sur l'ensemble du territoire national. L'examen sera officiellement lancé à Agua, dans la commune de Banté, par le ministre des Enseignements maternels et primaires, Salimane Karimou. Selon Fraternité, 96 614 filles vont plancher dans 746 centres. Aussi, 77 sont-ils des candidats à besoins spécifiques, 52 sourds-muets, 19 aveugles et 6 sont des candidats à infirmité motrice d'origine cérébrale. Selon ce journal, le ministre des Enseignements maternels et primaires, Salimane Karimou, a dans un message rassuré et encouragé les candidats, les surveillants ainsi que les superviseurs. Pour le Soleil Bénin Info, c'est par l'entremise d'une déclaration faite à la presse samedi que le maire de Cotonou, Louis Katrokpo, félicite le gouvernement, en particulier son chef, le président Patrice Talon, pour les efforts fournis en vue de conduire l'année scolaire 2019-2020 à son terme en dépit de la pandémie de Covid-19. De son côté, Bénin Intelligent rapporte que le maire de Cotonou, Louis Katrokpo, rassure les candidats. Le journal explique qu'il est revenu sur les dispositions pratiques prises par la municipalité de Cotonou pour assurer un bon déroulement de l'examen aux enfants candidats au CEP. Il s'agit de l'assèchement et le pompage des eaux dans les centres inondés, sans oublier la réfection des toitures de certains centres en état de délabrement. Aussi a-t-il énuméré les mesures prises par la municipalité en vue du respect des gestes barrières dans le cadre de la lutte contre la propagation de la Covid-19. Il a pour finir convié tous les candidats au calme, à la sérénité et à la concentration devant toutes les épreuves. Ailleurs et sur le terrain économique, renseigne Libération, en près de 5 ans de réforme et de rigueur sous Talon, le Bénin est désormais un pays à revenus intermédiaires. Le matinal note que c'est une performance réalisée grâce aux réformes. Selon le meilleur, le Bénin de la catégorie des pays à faible revenu passe à la catégorie des économies à revenus intermédiaires inférieurs. En effet, explique ce journal, cette classification est basée sur le calcul du revenu national brut de chaque pays pour l'année précédente. La dépêche souligne que le pays progresse, mais le peuple régresse, ce qui n'est pas de l'avis d'autres publications comme le quotidien Fraternité, pour lequel ce nouveau classement de la Banque mondiale fait entrer le Bénin dans une ère inédite. Le journal ajoute que le Bénin fait ainsi partie du groupe très restreint des 10 pays du monde ayant bénéficié cette année d'une amélioration de leurs statistiques par la Banque mondiale. Le pays ouest-africain quitte ainsi pour la première fois de son histoire la tranche des pays à faible revenu et rejoint le groupe des pays comprenant la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Maroc. Pour la presse du jour, le Bénin change d'étiquette économique. Alors, s'exclame la nation, c'est un bond qualitatif. Le journal estime que ce résultat du Bénin, selon l'institution de Bretton Woods, s'explique par une évolution nette des 2 facteurs qui déterminent cette classification, notamment le revenu national brut par habitant, lequel évolue en fonction de la croissance du revenu par pays, de l'inflation, des taux de change, de la croissance démographique et de plusieurs autres paramètres. L'économiste du Bénin précise que la Banque mondiale rappelle que les chiffres du revenu national brut utilisés pour cette actualisation ne reflètent pas encore l'impact de la pandémie de Covid-19. La Covid-19 que le ministre de la Santé, Benjamin Nkpating, dans sa sortie médiatique d'hier à la télévision, a abordé, selon Libération,
Le gouvernement rassure et invite à la prudence. Le matinal rapporte le ministre qui estime qu'il n'y a pas à craindre le pire. Matin Libre voit la sortie de trop de Nkpati, quand Bénin Intelligent juge plutôt la sortie pertinente car le ministre de la Santé Benjamin Nkpati est revenu sur les mesures prises pour la maîtrise de la croissance du nombre de cas enregistrés à la date d'aujourd'hui. Il préconise à toute personne qui développe un des symptômes à se rendre directement sur les sites de dépistage pour une prise en charge rapide. Toutefois, souligne Fraternité, un pic est attendu d'ici août et certains ont imputé la recrudescence des cas confirmés à la tenue des élections, d'autres à la banalisation du mal à son éclosion par l'appareil étatique. Pour le gouvernement, il faut garder la tête froide et maintenir le cap. La plupart des cas détectés l'ont été dans le cordon sanitaire précédemment levé, ce qui veut dire que le mal est bien circonscrit depuis le début. Dans la suite, Benoti dégonfle les critiques sur les emprunts obligataires, affiche en gros titre le potentiel qui explique que pour lui, ce sont des emprunts mieux réfléchis décrochés sur le marché financier à des taux insignifiants et qui sont vraiment utiles pour le Bénin. Pendant ce temps, les portes du palais royal de Savalou sont sous scellés, informe ce jour la presse du jour. L'événement du jour renchérit pour écrire que les portes sont fermées et pour cause, explique Bénin Intelligent, la guerre de succession au trône royal de Savalou après la mort de Sa Majesté Gandjeni Gbagidi XIV est loin de connaître son épilogue. Le vendredi 3 juillet, le tribunal de première instance de deuxième classe de Savalou a décidé de la cessation de toute activité entrant dans le cadre du processus de désignation du nouveau roi. Merci d'avoir suivi la revue de presse. La revue de presse d'Assiomo Kanyassiomo vient boucler ce numéro de votre matinale Actu Matin sur Canal 3 Bénin. Merci à chacun et à tous de votre attention. Très bonne journée du lundi, bonne semaine de travail. On se retrouve demain à partir de 7h avec beaucoup d'autres informations à partager avec vous. L'ensemble de l'équipe sera autour de vous. Merci donc. D'ici là, portez-vous bien et surtout n'oubliez pas, gardez le sourire. Au revoir.